Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chapitre de probabilité. Ce sont les variables aléatoires. Mais avant d'attaquer le chapitre, on fait quelques rappels concernant les lois de probabilité pour pas être totalement perdu. Donc, dans une expérience aléatoire, l'univers oméga, d'accord, est l'ensemble des issues. On jette un dé non pipé dont les faces sont numérotées de 1 à 6, donc du coup, l'ensemble des issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, bien évidemment, vous devez les séparer par des points-virgules. 4, 5, 6. C'est l'ensemble des valeurs que vous pouvez obtenir en lançant le dé. D'accord ? Un événement est une partie de oméga. Donc par exemple, A, c'est l'événement, le numéro est pair, B, c'est l'événement, le numéro est supérieur ou égal à 3. D'accord ? Du coup, quelles sont les issues de oméga qui sont dans chacun de ces événements ? Pour A, ça va être donc 2, 4, 6, puisque ce sont les seuls numéros pairs dans ma liste ici. Et pour B, le numéro est supérieur ou égal à 3, donc ça va être 3, 4, 5, 6. D'accord ? Un événement élémentaire est un événement possédant un seul élément. Donc par exemple, le numéro est 3, c'est juste 3. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire, c'est juste une question de vocabulaire. Si on vous met un événement élémentaire dans l'énoncé, il faut que vous sachiez ce que c'est. Je baisse un tout petit peu. Donc événement A et B. Donc l'événement qui se réalise lorsque A et B se réalisent simultanément. On lui associe la partie A, alors du coup là je le réécris parce que c'est pas passé, A inter B. Donc événement de A inter B dans notre cas ci-dessus, pardon. Donc là-haut on regarde A, le numéro est pair, B, le numéro est supérieur ou égal à 3. On veut les éléments qui appartiennent à la fois à la fois à B. Donc du coup, les éléments qui appartiennent à la fois à la fois à B, c'est 4 et 6. Donc ça veut dire que A inter B, c'est 4, 6. Événement A ou B. L'événement qui se réalise lorsque l'un au moins des événements A ou B se réalise, on lui associe la partie, donc c'est A union B, avec un U. Voilà. Du coup, c'est soit l'événement A, soit l'événement B, soit les deux. Ça veut dire qu'on veut que le numéro il soit pair ou supérieur ou égal à 3, ou pair et supérieur ou égal à 3. Donc ça veut dire que ça va être tous les numéros sauf 1. D'accord ? Parce que j'englobe tout cela, et bien évidemment, ceux qui apparaissent deux fois, je ne les réécris pas deux fois. Petite chose aussi, vous remarquerez qu'ici, je les ai mis dans l'ordre croissant. C'est mieux, très préférable, de les mettre dans l'ordre croissant. Deux événements A et B sont dits incompatibles si et seulement si l'intersection des deux fait le vide. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité que A et B se produisent en même temps. Par exemple, A inter C, le fait que le numéro soit pair et que le numéro soit 3, c'est totalement incompatible. Donc du coup, A inter C, c'est le vide. Donc A et C sont incompatibles. Voilà, je baisse un petit peu. Je vous laisse quand même le OU pour que vous puissiez recopier. Donc l'événement contraire de A, c'est l'ensemble A bar. Donc ça, je vous rappelle que c'est A bar. D'accord ? Des éléments de oméga n'appartenant pas à A. Donc en l'occurrence, nous, A, c'était le numéro était impair. Donc du coup, A bar, bah, ça va être les numéros impairs, puisque c'est le contraire des numéros pairs. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre le numéro n'est pas pair. C'est valable aussi. Hein. Donc, hop. Et du coup, les numéros impairs, c'est 1, 3, 5. Ensuite, concernant l'univers oméga, en admettant que l'univers oméga, c'est E1, E2, E3, etc. Bon, il y ait plusieurs éléments, en fait, dans oméga. Définir une probabilité sur oméga, c'est associé à chaque événement élémentaire EI, un réel PI, tel que, donc PI va être la proba, bien évidemment, tel que PI est compris entre 0 et 1,
et la somme des P1, P2, etc., Pn fasse 1. Ça, c'est deux propriétés fondamentales de vos probabilités. D'accord? Donc, je mets un petit attention ici. Pourquoi? Parce que souvent, dans les exercices, il y en a qui me trouvent que la probabilité, elle est égale à 1, quelque chose, ou que la probabilité, elle est égale à moins 4, je sais pas quoi. Donc, une probabilité, déjà, c'est toujours compris entre 0 et 1. Et ensuite, quand vous trouvez une probabilité à chaque événement, la somme des probabilités fait forcément 1. Ça, on l'avait vu dans les arbres, d'accord? Il fallait que la somme des probas qui étaient sur les branches fasse 1, c'est exactement le même principe. Donc ici, la probabilité de C, d'accord? Je vous rappelle que C, c'était l'événement élémentaire qui disait que le numéro était 3, d'accord? Donc P de C n'a qu'une seule issue. Donc P de C, c'est 1 sur le nombre d'issues au total, c'est-à-dire 6, d'accord? Dans A, donc je ne vous le remets pas, A c'était le numéro est pair. Il y avait 3 éléments dans A, donc ça veut dire que P de A c'est 3 sur 6. Pour P du vide, d'accord, c'est comme si c'était P de A inter C, d'accord. Si vous n'avez strictement rien dans votre événement, aucun élément, et bien ça veut dire que P du vide c'est 0. Et P de oméga, si vous considérez oméga, c'est-à-dire toutes les solutions, et ben du coup, la probabilité de oméga, ça va être 1. Et c'est pour ça que la probabilité est comprise entre 0 et 1, c'est parce que quand vous avez rien, bah, c'est 0, et quand vous avez tout, c'est 1. Donc vous avez forcément quelque chose qui est entre le rien et le tout. Donc ça fait forcément 1. Je baisse un petit peu. Voilà. Alors, lorsque tous les pays sont égaux, on dit que la loi est équirépartie ou que les issues sont équiprobables ou qu'il y a équiprobabilité. D'accord? Donc, par exemple, quand vous lancez un dé, en l'occurrence, vous avez autant de chances de tomber sur le 1 que de tomber sur le 2, que de tomber sur le 3, etc. C'est 1 sur 6, donc ça veut dire que toutes les issues sont équiprobables. D'accord? Dans ce cas, chaque pays est égal à 1 sur n, c'est ce que je dis. S'il y a le nombre d'issues au total, par exemple, en l'occurrence pour le dé qui est égal à 6, ça veut dire que toutes les probabilités sont de 1 sur 6. D'accord? Plus généralement, lorsque vous faites une probabilité, bah, c'est le nombre d'événements de la probabilité sur le nombre d'événements de... Ça, c'est pas censé être un W, c'est censé être un oméga. Voilà, j'essaierai de modifier dans le PDF avant de vous l'envoyer. Du coup, si vous voulez calculer P de B, donc P de B c'est le numéro est supérieur ou égal à 3, P de B c'est le nombre d'éléments de B, c'est-à-dire 4, d'accord, il y avait 3, 4, 5, 6, sur le nombre d'éléments au total, c'est-à-dire 6. Si A et B sont disjoints, donc disjoint et incompatible, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on parle d'ensemble pour le disjoint et d'événement si c'est incompatible. C'est une question de vocabulaire. Alors, A union B, c'est P de A union B, c'est P de A plus P de B. Donc, si A et B, en l'occurrence A et C, vous vous rappelez tout à l'heure, A et C, ils étaient incompatibles, donc A et C sont disjoints. D'accord? Donc, P de A union C, c'est P de A plus P de C. Et c'est égal, donc on a dit au-dessus que P de A, c'était 3 sur 6 et que P de C, c'était 1 sur 6, ça veut dire que la probabilité de A union C, c'est 4 sur 6. Concernant A et B quelconque, donc ça c'est le cas général, cette formule-là, là, vous devez absolument l'apprendre par cœur. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà donnée à apprendre par cœur, mais je vous la redonne parce qu'on ne sait jamais. Je vous mets un petit cœur à côté, c'est pas parce que je vous aime, enfin je vous aime, mais c'est pas parce que je vous aime, mais c'est parce qu'il faut l'apprendre par cœur. Et donc pour calculer P de A union B dans le cas que nous avons, vous faites P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà, et donc P de A c'était 3 sur 6 plus P de B c'était 4 sur 6 moins P de A inter B. Alors P de A inter B, A inter B c'était 4 et 6, les deux issues de P de A inter B, vous vous rappelez, c'était ici. Et donc du coup ça vous fait 2 sur 6. D'accord? Donc j'ai 3 sur 6 plus 4 sur 6, ça fait 7 sur 6, 7 sur 6 moins 2 sur 6 fait 5 sur 6. Et du coup la probabilité de A union B c'est 5 sur 6. D'accord? Et pour calculer la probabilité de A bar,
c'est-à-dire l'événement contraire de A, bah, c'est 1 moins P de A, d'accord? Et donc, pour calculer P de B bar, vous faites 1 moins P de B, ce qui vous donne 1 moins 4 sur 6, ce qui vous donne 2 sur 6. Donc ça, normalement, ça devrait vous paraître totalement logique et ça devrait vous rappeler des souvenirs. Ça, c'est les bases de vos probabilités et du coup, on va voir le lien que ça va avoir avec les variables aléatoires. Alors, les valeurs... Donc là, j'ai tourné la page. Alors, les variables aléatoires, qu'est-ce que c'est? Pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une variable aléatoire, je vous donne déjà un exemple. Donc, dans une fête foraine, un joueur mise 2 €, puis il tire au hasard une boule, au hasard, je virerai ça dans mon PDF, dans une urne qui contient 6 boules rouges, 3 boules blanches et une boule noire. Si le joueur tire la boule noire, il gagne 4 €. Son gain est donc égal à 2 €, puisque je vous rappelle que comme il a misé 2 €, bah, du coup son gain était égal à moins 2 de base, et s'il gagne 4 €, du coup son gain c'est 2 €. Je suis claire ou pas? S'il tire une boule blanche, il gagne 3 €, et s'il tire une boule rouge, il perd la mise. La fonction x, qui à chaque issue associe le gain, positif ou négatif, correspondant, est appelée variable aléatoire. Quelles sont les variables prises par x? Du coup, si x, c'est le gain, d'accord? Donc, s'il tire s'il tire la boule noire, on a dit qu'il gagnait 4 € et donc son gain était égal à 2 € puisqu'il avait déjà misé 2 € au départ. Ça veut dire que le gain, c'est 2 €, donc 2. S'il tire une boule blanche, il gagne 3 €. Donc s'il a gagné 3 € en ayant perdu 2 au départ, ça veut dire que le gain, c'est 1 €. Et s'il tire une boule rouge, il perd la mise. Bon, bah, ça veut dire qu'il a perdu sa mise de 2 €, donc le gain, c'est moins 2. D'accord? Ça, ce sont les valeurs prises par x. Complétez le tableau ci-dessous. Donc, valeur du gain. Donc, vous remettez 2, 1, moins 2, parce que ce sont les 3 valeurs du gain possibles à la fin de la partie. La probabilité maintenant. Quelle est la probabilité de tirer une boule noire et donc d'avoir un gain de 2 €? Eh bien, il n'y a qu'une boule noire sur les... Alors, combien il y a dur 6, 3 et 1. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 boules au total. D'accord? Donc, du coup, il y a une chance sur 10 de tirer la boule noire. Donc, une chance sur 10 d'avoir un gain de 2 €. Concernant les boules blanches, vous avez 3 chances sur 10 de tirer une boule blanche. Et concernant les boules rouges, vous avez 6 chances sur 10 de tirer une boule rouge. Voilà. Vous avez donc rempli ce tableau. Ce tableau, je vous le redirai après, ça s'appelle la loi de probabilité. Donc oui, la loi de probabilité, c'est pas une phrase ou une propriété ou quoi, c'est un tableau, la loi de probabilité. C'est comme ça, il faut juste l'apprendre. À partir de ce tableau, proposez un calcul du gain moyen du joueur par partie. Alors là, c'est le mot moyen. Je vais baisser un tout petit peu. Là, c'est le mot moyen qui est important. Normalement, l'année dernière, vous avez appris à faire une moyenne quand vous aviez un tableau de statistiques. D'accord? La moyenne, c'est quand vous multipliez la valeur par la proba et que vous additionnez tout. D'accord? Donc vous, pour calculer la moyenne, vous divisiez par le total. Sauf qu'ici, en utilisant directement les probabilités, c'est déjà divisé par le total de boules. Donc du coup, vous gagnez du temps. Donc le calcul que vous devez faire, c'est 2 fois 1 sur 10, plus 1 fois 3 sur 10, plus moins 2 fois 6 sur 10. D'accord? Et si vous voulez calculer ça, ça fait 0,2 plus 0,3, ça fait 0,5. Et 0,5 moins 1,2, ça fait moins 0,7. Ça veut dire que votre gain moyen, c'est moins 0,7. Ça veut dire que vous avez plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer à ce jeu. Mais techniquement, bon, à la fête foraine ou quoi, c'est quasiment sûr que le gain soit négatif, puisque le but, c'est que l'organisateur du jeu soit gagnant. Bon. Ce gain moyen est appelé espérance de la variable aléatoire x. Donc vous voyez, en fait, une variable aléatoire, c'est une variable, grand X, qui englobe
des valeurs numériques, d'accord? Différentes valeurs numériques que peut prendre ce qu'on associe à la variable. Là, à la variable, je vais associer des euros, je peux associer un poids, je peux associer un âge, je peux associer ce que je veux à ma variable aléatoire. Et lorsqu'on calcule le gain moyen, c'est appelé l'espérance. Voilà. Donc, concernant les propriétés, donc la variable aléatoire et la loi de probabilité. Donc, on définit une variable aléatoire x sur oméga quand on associe un nombre réel à chaque issue. L'ensemble des valeurs prises par x est x entre guillemets de oméga, x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à xn. On définit la loi de probabilité de x lorsqu'on associe à chaque valeur de x, à chaque valeur x de grand X, la probabilité PI que l'événement x prenne cette valeur. Par abus de langage, on dit que c'est la probabilité que x soit égal à xi et on note P de x égale xi. Là. Il est commode de représenter cette loi de probabilité sous forme de tableau. Donc la première ligne, c'est plutôt les xi là. Je vais le modifier dans mon PDF. Voilà. Donc ici, la première ligne, c'est les xi. Et la deuxième ligne, c'est la probabilité que x soit égal à xi. Donc c'est un petit peu comme on a fait au-dessus, c'est qu'il faut mettre toutes les valeurs prises par la variable aléatoire et les probabilités qui correspondent à la prise de valeur de cette variable aléatoire. Conseil, lorsque la loi de probabilité de x est déterminée, il est indispensable de vérifier que la somme, donc ça c'est le signe somme pour ceux qui l'ignorent, la somme des PI est égale à 1. Ça veut dire que ici, vous devez vérifier en faisant la somme ici que la somme des PI, donc P1 plus P2 plus plus Pn est égale à 1. D'accord ? Et c'est important de savoir ça. Pourquoi ? Parce que en imaginant que par exemple il y en ait une où on ne vous donne pas la probabilité. Vous voyez ? Et bien du coup, ça veut dire qu'en ayant calculé toutes les autres, et ben comme vous savez que le total doit faire 1, du coup vous pouvez trouver la dernière. C'est comme si dans mon énoncé, je vous avais dit qu'il y avait 10 boules au total et que il y avait 6 boules rouges, 3 boules blanches, et puis je vous disais pas combien il y avait de boules noires. Vous avez qu'à faire une soustraction pour que le total ça fasse 10 sur 10, c'est-à-dire 1. Voilà. Je tourne ma page. Je vais vous parler maintenant de l'espérance et de la variance et en plus de l'écart-type. Alors, l'espérance, c'est simplement la moyenne, d'accord ? L'espérance pour les probabilités, c'est la même chose que la moyenne en statistique. Donc, si vous avez x, une variable aléatoire, l'espérance mathématique est le nombre réel qui est noté E de x, défini par, alors c'est la somme des xi, pi. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que à chaque valeur, on multiplie la probabilité qui lui est liée, et ensuite on additionne le tout, d'accord ? C'est très exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Concernant la variance, elle se note V de x, et là son calcul est un petit peu plus compliqué parce qu'elle est égale à la somme des xi moins E de x au carré pi. Alors là, vous allez dire, je suis perdu. Vous inquiétez pas, on va faire un exemple après où on va le calculer à la main. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous prenez la valeur, vous enlevez l'espérance. Ça sous-entend que vous avez calculé déjà l'espérance avant. Donc, vous prenez la valeur, vous enlevez l'espérance, vous mettez le tout au carré et vous multipliez par la proba. Et vous faites ça à chaque fois et vous additionnez tout jusqu'à n. D'accord ? Et l'écart type de x, c'est noté. Alors, ce truc-là, là, c'est un petit sigma. Donc, c'est noté sigma de x et c'est défini par sigma de x égale la racine de la variance. C'est super, mon V n'est même pas passé. Racine de V de x. Donc, sigma, c'est la racine de la variance. D'accord ? Alors, pour vous figurer, autant vous avez, je pense, compris maintenant que l'espérance, c'était la même chose que la moyenne, autant l'écart type, c'est un peu compliqué. Enfin, du moins, la variance, c'est compliqué à représenter, mais l'écart type, ça l'est pas tellement. Pour savoir à quoi correspond l'écart type, il faut vous imaginer, donc là je fais une petite parenthèse, je vais le mettre sur une feuille blanche, voilà. Pour l'écart type, en fait, il faut vous imaginer le rapport à la moyenne, d'accord ? En imaginant que j'ai une classe de première générale, d'accord ? Où la moyenne de mon contrôle c'est 10, d'accord ? La moyenne de mon contrôle c'est 10, cependant les notes de mes élèves sont soit très bonnes, soit très mauvaise. D'accord ? Donc là, l'écart type va être grand
d'accord? Je mets sigma grand, d'accord? Parce que l'écart, entre guillemets, l'écart moyen entre ma moyenne, ça c'est ma moyenne, l'écart moyen, entre guillemets, entre ma moyenne et mes valeurs, il est grand, d'accord? Et si je prends un deuxième contrôle de mathématiques où la moyenne est également 10, donc là je mets moyenne aussi, mais cette fois-ci, bah, presque tout le monde a des notes entre 8 et 10, comme ça là. Voilà, et bien là, mon écart type va être petit, puisque l'écart moyen entre la moyenne et mes valeurs va être petit. Voilà. Donc ça, pour vous figurer un petit peu ce qu'est l'écart type et surtout à quoi il sert, et ben du coup, c'est comme ça que vous pouvez le visualiser. D'accord? Je repasse sur ma partie cours. Je vous ai mis un exemple pour essayer de voir du coup comment on appliquait toutes ces formules. Donc un sac contient 3 boules noires, 2 boules rouges et une boule jaune. L'expérience consiste à choisir au hasard successivement et sans remise 2 boules dans le sac. Le joueur gagne 100 € par boule jaune, 30 € par boule rouge et perd 50 € par boule noire. D'accord ? On définit la variable aléatoire notée x donnant le gain du joueur. Donc là c'est quasiment le même exemple qu'avant. Établir un arbre de probabilité correspondant à cette situation. Là, je vais séparer en deux, parce que sinon, je ne pense pas avoir le temps de tout faire. Donc, du coup, je fais mon arbre. En premier choix, j'ai 3 possibilités de couleurs. Noir, rouge et jaune. Donc, noir, rouge, jaune. D'accord ? J'ai 3 boules noires et j'ai 6 boules au total. D'accord ? Donc, 3 sur 6. Pour les rouges, j'ai 2 sur 6. Et pour les jaunes, j'ai 1 sur 6. D'accord ? Et ensuite, j'ai de nouveau possibilités entre 3 couleurs de boules. Donc ici, noir, rouge, jaune. D'accord ? Si j'ai... Alors, par contre, attention, c'est successivement et sans remise, ça veut dire que vous ne remettez pas la première boule dedans. Ça veut dire que déjà, à mon deuxième tour, il ne me reste plus que 5 boules. Donc ça veut dire que mes probabilités, elles vont être sur 5. Ici. Donc si j'ai tiré une boule noire, au premier tour, ça veut dire qu'il m'en reste 2. D'accord ? Si j'ai tiré une boule noire au premier tour, il me reste toujours 2 rouges. Et si j'ai tiré une boule noire au premier tour, il me reste toujours une jaune. D'accord ? Pour le rouge, c'est pareil. J'ai le choix entre noir, rouge ou jaune. Mes probabilités sont également sur 5. D'accord ? Si j'ai tiré une boule rouge, il me reste 3 noirs dans l'urne. Si j'ai tiré une boule rouge, il m'en reste une dans l'urne. Et si j'ai tiré une boule rouge, il me reste une jaune dans l'urne. D'accord ? Pour le dernier, c'est juste un petit peu particulier. Si j'ai tiré la boule jaune, et ben du coup, il ne me reste plus de boule jaune. Donc ça veut dire que, hop, il me reste que noir et rouge. D'accord ? 5, 5. Et donc il me reste 3 boules noires et 2 boules rouges. Et 0 boule jaune. Forcément, parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc si vous l'avez pioché, du coup, il n'en reste plus. Au bout, vous pouvez mettre les gains. D'accord ? Je vais prendre une autre couleur. Donc, à chaque fois que vous tirez une boule jaune, vous avez 100 €. À chaque fois que vous tirez une boule rouge, vous avez 30 €. Et vous perdez 50 € par boule noire. D'accord ? Donc, ça veut dire que ici, si vous tirez 2 boules noires, du coup, vous avez perdu 2 fois 50 €. Donc, vous avez moins 100 comme gain. Ici, si vous avez tiré une boule noire et ensuite une boule rouge, du coup, ça vous fait moins 50 plus 30, ça vous fait moins 20. Ici, si vous avez tiré une boule noire, vous perdez 50, mais vous avez tiré la boule jaune, donc c'est 100. Donc ça fait 50 € de gain. Si vous avez tiré une boule rouge, une boule noire, c'est la même chose qu'au-dessus, c'est moins 20. Si vous avez tiré 2 boules rouges, vous avez gagné 30 € 2 fois. Du coup, ça fait plus 60. Si vous avez tiré une boule rouge et une boule jaune, eh ben vous avez gagné 130 €. Voilà. Je mets plus devant.
Si vous avez tiré une boule jaune et une boule noire, du coup, vous avez gagné 50 €. Et si vous avez gagné, pardon, une boule jaune et une boule rouge, vous avez gagné 130 €. Voilà. Donc, question numéro 2, donnez les valeurs possibles de x. Donc, c'est petit b. Donnez les valeurs possibles de x. Et bien, x, au niveau de mes valeurs de gain, j'ai donc, le plus petit, c'est moins 100. D'accord? Ensuite, j'ai moins 20. Ensuite, j'ai plus 50, plus 60 et plus 130. D'accord? Donc ça, c'est les différentes valeurs possibles de mon gain. Pour déterminer la loi de probabilité de x, il va falloir que je fasse très attention. Pourquoi? La plupart du temps, ici, les élèves se contentent de compter le nombre de fois où le chiffre apparaît pour ensuite mettre la probabilité. Sauf que, sachant que vous avez ici des probabilités sur votre arbre, vous allez forcément devoir vous en servir. D'accord? Donc, pour remplir ce tableau de probabilité, je vais me mettre ici. D'accord? Donc ça, c'est mes xi, d'accord? Et ça, c'est mes p de x égale xi. Donc, on a dit moins 100. On a dit moins 20. On a dit plus 50. Et on a dit plus 60 et plus 130. D'accord? Donc ici, le moins 100, il n'y en a qu'un qui est là. D'accord? Le moins 100, on l'obtient comment? En parcourant ce chemin. Noir, noir. Du coup, pour calculer la probabilité, vous devez multiplier les deux branches. Ça, pareil, normalement, vous l'avez appris à la fois l'année dernière, à la fois durant votre premier chapitre de probabilité. Donc, si vous multipliez 3 sixièmes et 2 cinquièmes, il vous suffit de multiplier le haut par le haut, et le bas par le bas. 3 fois 2, ça fait 6, et 6 fois 5, ça fait 30. D'accord? 6 sur 30, ça se simplifie, ça fait 1 cinquième. Vous n'êtes pas obligé de simplifier, mais ça peut vous aider. Donc pour moins 20, vous avez deux branches qui correspondent à moins 20. D'accord? Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir multiplier les deux branches qui sont ici et additionner avec les deux branches qui sont ici. D'accord? Donc du coup, je vous passe l'étape de calcul, je vais le faire rapidement de tête. Ça fait également 1 cinquième, donc du coup ça va faire 2 cinquièmes. Pour le 150, j'en ai un là et un là. Je vais donc devoir additionner les multiplications de ces deux branches et de ces deux branches. Je vous passe également les étapes de calcul. Ça fait 6 trentièmes. Donc ça fait également 1 cinquième. Oui. Pour 60, ici, j'en ai qu'un. D'accord? C'est que quand vous obtenez deux fois les boules rouges. Donc du coup, ça fait 2 sixièmes fois 1 cinquième, ça fait 2 trentièmes. 2 trentièmes qui est également égal à 1 quinzième. Et pour 130, ce qui me reste, il me reste ici et ici. Donc je multiplie 2 sixièmes et 1 cinquième, ça me fait 2 trentièmes. Et ici, ça me fait également 2 trentièmes, ça fait 4 trentièmes. Et 4 trentièmes, ça fait 2 quinzièmes. D'accord? Si j'additionne tout, c'est censé me faire 1. Ici, j'ai 2 quinzièmes, ça fait 3 quinzièmes. Ici, ça fait 6 quinzièmes si je le mets sur 15. 6 quinzièmes. Là, ça me fait 6 quinzièmes, donc ça fait 12 quinzièmes. Et là, ça me fait 3 quinzièmes, donc ça fait 15 quinzièmes. Donc ça fait bien 1. On a bien 1 pour la somme de toutes les probabilités de mon tableau qui est ici. D'accord? Et bien évidemment, vous pouvez tout vérifier à la calculatrice. Je ne vous demande pas de tout faire de tête comme moi, mais juste pour éviter que la vidéo dure 50 ans, déjà qu'elle va durer une trentaine de minutes à mon avis, c'est pour vous éviter des étapes de calcul. Donc là, nous avons déterminé, petit c, la loi de probabilité de x. D'accord? Nous allons calculer le gain moyen et l'écart type. Donc du coup, ici, pour calculer le gain moyen, du coup, vous allez faire moins 100 fois 1 cinquième
plus moins 20 fois 2 cinquièmes, plus 50 fois 1 cinquième, plus 60 fois 1 quinzième, plus 130 fois 2 quinzièmes. C'est-à-dire que je vais multiplier les xi et les pi et je vais additionner le tout. Donc là, je me pose le temps de faire le calcul. Voilà, donc le tout est égal à 10 tiers. Et donc c'est environ égal à 3,33333333333. Voilà. Donc ça veut dire qu'en moyenne, vous allez gagner 3 euros. À peu près 3 euros avec ce jeu. D'accord? Donc ça, c'est pour le gain moyen. Pour calculer l'écart type, il vous faut déjà calculer la variance. Alors, je vous fais le calcul une fois à la main, d'accord? Et ensuite, je vous montre à la calculatrice comment on fait, parce que, bien évidemment, ce qui m'importe le plus, c'est que vous puissiez trouver le bon résultat et que vous connaissiez la formule, bien évidemment, mais sinon, voilà, le fait de le calculer à la main, c'est pas vraiment une exigence, d'accord? Donc ici, mon gain moyen, c'est 10 tiers, d'accord? Donc, je prends mon premier gain, moins 100. J'enlève le gain moyen, 10 tiers. Je le mets au carré et je multiplie par la probabilité qui correspond à moins 100, c'est-à-dire 1 cinquième. Ensuite, je fais la même chose. Moins 20. J'enlève le gain moyen. Je mets au carré et je multiplie par la probabilité. D'accord? Alors, je vous mets 3 petits points parce que bien évidemment, c'est la même chose pour tout cela. Je mets juste le dernier. Donc, 130 moins 10 tiers au carré fois 2 quinzièmes. Donc, ce qui importe le plus, c'est que vous connaissiez la formule puisqu'il existe une manipulation calculatrice qui vous donne directement. Donc, juste ça là, ce que je viens de calculer, c'est la variance. Hein. C'est pas l'écart type. Après, une fois que vous aurez le résultat de la variance, vous pourrez faire la racine de la variance pour avoir l'écart type. L'écart type, c'est la racine de la variance, V de x. D'accord? Donc, je vais vous montrer les manipulations calculatrices. Je vais pousser un petit peu ça, mais pas trop. Voilà. Je vais vous montrer les différentes manipulations calculatrices pour pouvoir avoir la variance et l'écart type. Donc, je vais commencer par les Casio. Dans les Casio, vous allez dans le menu et vous allez dans le menu Stats. D'accord. Dans le menu Stats, dans votre première colonne, vous mettez les différentes valeurs de xi. Donc là, je mets moins 100, je mets moins 20. J'appuie sur Entrée à chaque fois pour ceux qui se posent la question. 50, 60 et 130. Ok ? Et ensuite, je vais dans la liste 2, et dans la liste 2, je mets les probabilités. 1 cinquième, donc je tape 1 divisé par 5, hein. 2 divisé par 5, 1 divisé par 5, 1 divisé par 15, et 2 divisé par 15. 15. S'il y en a qui se demandent s'ils peuvent laisser les probas non simplifiés pour le mettre dedans, bien évidemment, ça marche. Là, j'ai simplifié parce que je suis une matheuse, quoi. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Calque. D'accord ? C'est là où il va falloir faire très attention. Il faut que vous régliez vos calculatrices avant de faire le moindre calcul. Dans le 7, ici, vous devez avoir liste 1, liste 2, liste 1, liste 2. D'accord ? Si vous n'avez pas ça, je crois qu'il y en a, ici, ils ont 1, quelque chose comme ça. Si vous avez autre chose, vous devez avoir liste 1, liste 2. Donc ici, vous appuyez sur liste. Il vous demande quelle est la liste numéro 2, bah vous dites que c'est la numéro 2, puisque vous l'avez rentré dans la colonne numéro 2, vos probabilités, et vous validez. Une fois que vous avez validé et que vous avez liste 1, liste 2, liste 1, liste 2, normalement, il n'y aura plus aucun problème, vous n'aurez pas à le refaire, d'accord? Mais il faut le faire au moins une fois. Vous appuyez sur Exit, vous revenez en arrière, et ensuite vous appuyez sur Invar. Nous, on n'utilise que des variables aléatoires à une dimension, du moins pour l'instant, d'accord? Donc du coup, vous appuyez sur Invar. Ici, le X bar, d'accord, c'est votre moyenne.
D'accord? C'est votre espérance, pardon. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé. On avait trouvé 3,33333. Et bien là, c'est 3,33333. Donc on est content. Ensuite, ici, vous voyez, j'ai mon sigma là. D'accord? Mon sigma, il est égal à 71,71 à peu près. Donc je vais déjà le marquer là. D'accord? Et du coup, pour trouver la variance n'apparaît pas ici, mais du coup, pour trouver la variance, eh ben, il vous suffira de mettre l'écart type au carré pour avoir la variance. D'accord? Ensuite, pour les numworks, d'accord? Donc, dans les numworks, vous l'allumez et vous allez dans le menu. Ah, du coup, ça fait presque bugger mon affichage. Vous allez dans le menu et vous allez dans statistiques. Ici, j'avais déjà rentré, je crois, des données. Je vais tout effacer. Voilà. Donc, vous avez valeur effective. Donc, du coup, pour les valeurs, vous mettez moins 100. Donc, l'effectif, c'est pas 1, hein, du coup, c'est 1/5. D'accord? Ensuite, moins 20. L'effectif, c'est 2/5. Ensuite, 50. L'effectif, c'est 1/5 aussi. Pour 60, c'est 1/15. Pour 130, c'est 2/15. Voilà. Et une fois que vous avez fini ça, ici, vous pouvez aller dans Stats. D'accord? Et ici, il vous affiche l'effectif total, minimum, maximum, étendue, moyenne. Ah, écart type. Vous voyez, c'est le même écart type que tout à l'heure. Et moyenne, et ben du coup, c'est votre espérance. D'accord? Et pour les numworks, il vous affiche même la variance. Donc en fait, quand vous faites le calcul de la variance, V de X, je vais le marquer à côté. Vous ne voyez pas en fait que je suis en train de le marquer à côté, mais je suis en train de le marquer à côté. Du coup, ça fait 5142,22 à peu près. D'accord? Et du coup, la numworks vous donne tout. Vous donne également premier quartile, troisième quartile, médial, parce qu'elle est un petit peu plus évoluée, la numworks. Donc la numworks vous donne tout. Voilà. C'est la fin du cours sur les variables aléatoires. Donc bien évidemment, on va devoir faire des multitudes d'exercices pour que vous ayez la mécanique de calcul et surtout le fait de traduire l'énoncé sous la forme d'un arbre et d'un tableau et de la loi, etc. Ça va vous demander un petit peu de travail. Mais du moins, là, vous avez l'intégralité du cours qui vous sera demandé concernant les variables aléatoires. Voilà.